Les Palestiniens divisés après le refus de l'OLP d'aller au Caire à l'invitation du président Sadat. La CFTC en congrès à Versailles, un syndicat qui refuse la politisation. La formation dans l'entreprise, un coup d'accélérateur donné par Giscard demain. Le tiercé, pour gagner, il fallait jouer le 10, le 5 et le 11. Bonsoir. Avant de développer tous ces titres, je vous propose d'avoir une pensée émue pour un monsieur qui a passé vraiment un très mauvais week-end, même s'il est rentré plus vite chez lui que prévu. C'est le boxeur belge Koopman, battu par l'Espagnol Evangelista, KO à la première reprise au cours du championnat d'Europe des poids lourds. Regardez bien. Voilà, c'est fini. Un point, c'est tout. Parmi les grands titres de l'actualité de ce dimanche, 27 novembre, il y a évidemment les réactions au nouveau pari lancé hier matin par le président Sadat. Un pari pour amener la paix au Proche-Orient. Rendez-vous au Caire la semaine prochaine, a-t-il dit à toutes les parties concernées. Nous préparerons la conférence de Genève. Les invitations officielles sont parties cet après-midi, geste symbolique, car comme d'habitude, les réactions ne se sont pas faites attendre. Israël a pratiquement dit oui tout de suite. Pour la Syrie et les Palestiniens de l'OLP, l'organisation de Yasser Arafat, son représentant à Paris nous l'a confirmé dans le journal de 13 heures, réponse claire et nette, c'est non. Quoi qu'il arrive, cependant, le président Sadat maintiendra son offre pour la conférence du Caire. Il a été formel dans une interview diffusée par la télévision américaine NBC. Il revient à chaque gouvernement de prendre sa propre décision, la mienne déclare Anwar Sadat, et que je maintiendrai la conférence du Caire, même si les Israéliens viennent seuls. Après tout, j'étais seul à me rendre en visite à Jérusalem. Yasser Arafat et ses amis sont donc prévenus, si leur chaise reste vide samedi prochain au Caire, Sadat poursuivra son dialogue en tête-à-tête avec les Israéliens. Or, sauf coup de théâtre, dans les prochains jours, l'OLP s'abstiendra et l'a officiellement décliné l'invitation égyptienne. Sera-t-elle remplacée par des notables palestiniens de Cisjordanie occupée? Pour la première fois depuis juin 67, ces derniers sont très divisés sur l'attitude à tenir. Pendant près d'une heure, hier, tous les habitants de la Cisjordanie étaient à l'écoute de la radio du Caire. Le discours du président Sadat devait leur apporter les explications qu'il n'avait pas eues durant sa visite à Jérusalem. Le problème de leur devenir politique est évidemment plus important qu'un désengagement dans le Sinaï, une paix séparée avec l'Égypte. Leur crainte pour beaucoup d'entre eux est de voir revenir ici l'administration jordanienne. Certains n'hésitent pas à dire « Sadat nous a vendu à Hussein ». Les dernières élections municipales dans les territoires occupés ont été remportées surtout dans les grandes villes par des personnalités qui ne cachent pas leur sympathie pour l'OLP. Les maires ont refusé de se rendre au Caire à l'invitation de Sadat. C'est Israël qui bloque la situation. Israël ne reconnaît pas le droit du peuple palestinien et l'OLP comme notre représentant et notre leader. L'OLP est le seul organisme qui combat pour la liberté et a en charge les responsabilités du peuple palestinien. Je n'irai ni au Caire ni à Genève et Yasser Arafat ne nous le demandera pas. Actuellement enseignant à l'université de Birzeit en Cisjordanie, un professeur américain d'origine palestinienne. Son nom avait été avancé pour représenter les Palestiniens soit au Caire, soit à Genève. I was not aware of my going to Geneva as representative of the PLO. Je ne suis pas au courant de ma participation à Genève comme représentant de l'OLP. Mon nom est apparu, mais ma position est claire. Je n'irai pas à Genève sans l'accord de l'OLP. The PLO asks me. Et si Arafat vous le demande, j'irai. Alors qui ira à cette conférence du Caire? Les Israéliens, avec des positions toujours extrêmes quant à un retrait total des territoires conquis en 1967
et la création d'un État palestinien en Cisjordanie, souhaitent que les durs du monde arabe ne soient pas présents. Ainsi, ils pourront faire une paix séparée avec l'Égypte qui, elle, ne peut plus faire marche arrière. Quant à la Cisjordanie, elle sera représentée par des maires qui estiment que l'OLP n'est pas l'unique représentant du peuple palestinien. Israël poursuit le même but depuis des années, montrer qu'il n'y a pas d'unité politique chez les Palestiniens et ne pas négocier avec Yasser Arafat. Pour réussir cette opération, les Israéliens font remarquer que sur les 24 maires de Cisjordanie, 6 seulement ont annoncé officiellement qu'ils ne se rendraient pas au Caire. Parmi les autres, accusés par l'OLP de collaborateurs avec Israël et la Jordanie, certains pensent qu'il faut accepter l'offre de Sadat. Si ma présence au Caire peut aider la cause de la paix et sauver le droit légitime du peuple palestinien, j'irai. D'autres maires disent que seul l'OLP représente les Palestiniens. Je ne rejette pas l'OLP. La communauté internationale reconnaît l'OLP comme le porte-parole des Palestiniens. Mais je ne vois pas pourquoi nous qui vivons dans les territoires occupés n'avons pas aussi le droit d'aller à Genève, Beyrouth ou Damas ou ailleurs pour parler de nos problèmes et de nos aspirations pour la paix. Chef de file de ceux qui refusent les propositions du président Sadat, la Syrie. Les manifestants dans les rues de Damas depuis hier parlent de trahison à propos de l'Égypte. Dès demain, le chef de la diplomatie syrienne va s'envoler pour Moscou, où là non plus on n'a pas accueilli les initiatives d'Anwar el-Sadat avec beaucoup d'entrain. L'Union soviétique, coprésidente de la conférence de Genève, a déjà pratiquement refusé d'aller au Caire la semaine prochaine. C'est donc dans ce climat tout à fait particulier que le Premier ministre, M. Raymond Barre, en visite officielle en Syrie, a rencontré les dirigeants de Damas. En 2 jours d'entretien à Damas, Raymond Barre n'a pu parvenir à assouplir l'attitude très ferme de la Syrie, qui va donc bouder la conférence du Caire et rejoindre à Tripoli les pays du refus. Mais la position de la France, qui a donné son appui à l'initiative de Sadat, n'a guère troublé le climat des entretiens. Les Syriens ont seulement fait comprendre à Raymond Barre qu'entre l'amitié avec Israël et l'attitude de refus de l'Irak, il fallait trouver une 3e voie. Le Premier ministre français aura parlé plus de 5 heures du conflit du Proche-Orient. La position de Damas étant claire et irréversible, c'est seulement ce soir que Raymond Barre aborde le problème de la coopération franco-syrienne. Là, c'est l'entente parfaite. Paris et Damas sont d'accord pour relancer une coopération qui a permis en 4 ans de multiplier par 10 les échanges commerciaux, mais qui commençait à s'essouffler. Demain, Raymond Barre rencontrera le président Hafez el-Assad. Coïncidence évidemment, il y a un mois jour pour jour, Raymond Barre revenait d'un voyage officiel en Hongrie et le lendemain, nous connaissions l'indice des prix pour le mois précédent. Le Premier ministre revient demain de Syrie et dans les heures qui suivront son retour, ou le lendemain mardi, nous apprendrons officiellement l'indice de la hausse des prix pour le mois d'octobre. Il devrait être de 0,8%, avec principaux responsables de cette hausse, les loyers et une nouvelle fois les produits alimentaires. Sur le bureau de Raymond Barre, il y aura donc ce dossier des prix. Et puis il y aura toujours le dossier du chômage. Précisément demain, le président de la République va assister à un colloque sur la formation dans la vie active, une façon de combattre le chômage, en offrant une seconde chance aux ouvriers et aux employés qui restent sans qualification. On sait qu'il existe la formation continue, pas toujours bien appliquée, des stages d'initiation, pas toujours bien connus. Bref, un effort était nécessaire à ce propos. Philippe Arroir a fait une enquête sur une profession bien déterminée, la fonderie. À la sortie du service militaire, j'ai travaillé en fonderie et n'ayant aucune formation de fondeur, je me suis trouvé un peu démuni devant les tâches à accomplir. Et un jour, j'ai vu une affiche sur la porte de l'usine et cette affiche disait que le syndicat des fondeurs organisait des cours de formation professionnelle. Je l'ai suivi pendant 8 ans, tous les samedis. Au départ, j'étais un ouvrier, alors que maintenant j'ai des responsabilités assez importantes au niveau de la fabrication. Roger Orven est le cas type de ces jeunes ou adultes qui ont su ou pu saisir une deuxième chance. Mais ils sont peu nombreux en comparaison des 200 000 jeunes sur 800 000, 1 sur 4, qui sortent chaque année de l'école sans rien en poche, ni diplôme, ni qualification. Ceux qui tentent de s'en sortir malgré tout ne doivent manquer ni de courage, ni d'audace. D'abord, ça nous prend tous les samedis. Bon, et comme dans les samedis, le samedi, ça ne suffit pas. On a énormément de travail à faire à la maison.
Donc ça dure combien de temps? Le soir après le travail. Ça dure plusieurs années. Bah là, oui, ça dure plusieurs années. Pour préparer un brevet de technicien, ça va demander 3 ans. Dès 1946, une profession, la fonderie, s'est organisée pour donner une formation complémentaire à ses ouvriers, des volontaires. René Néret, un fondeur de la région parisienne, s'est lancé à fond dans cette aventure bien avant qu'il soit question de formation continue ou de contrat emploi-formation. Le résultat a été et reste des plus prometteurs. Je peux dire que dans tous les gens que nous avons formés, à partir d'un niveau d'instruction relativement faible, je parlerai du certificat d'études, pourquoi pas, ont atteint des postes de responsabilité très importants dans des entreprises de grand renom, et on cite le cas de plusieurs qui sont même devenus à leur tour chefs d'entreprise et ont très bien réussi dans la profession. La caractéristique principale des gens qui ont suivi des formations complémentaires et qui ont réussi, c'est qu'ils étaient extrêmement courageux. Après le courage, il était nécessaire d'avoir, bien sûr, une intelligence suffisante pour suivre et réussir, et une persévérance, quelle que soit la nature des enseignements qu'ils devaient suivre. Ce que les fondeurs ont réussi, d'autres professions l'ont réalisé avec d'autres méthodes. Mais s'il est vrai que cette initiation dans la vie active est une bonne chose, on peut se demander si l'école ne faillit pas à sa mission première qui serait de la réaliser d'abord. En tout cas, une telle formation, si elle est efficace, doit permettre d'accroître l'égalité des chances ou du moins de réduire un tant soit peu les inégalités. Dans le domaine social, depuis ce matin, 0 heure, grève des pilotes et des mécaniciens navigants d'Air France. Une grève qui se terminera demain à minuit. Beaucoup de vols ont été annulés aujourd'hui. 7 courriers ont été maintenus avec un petit privilégié quand même, le Concorde. Cette grève a été déclenchée pour des problèmes de salaire. Le mouvement à Air France sera suivi mardi par une grève du personnel navigant du TA. Et puis dans le domaine social, bien évidemment, le point fort sera cette semaine la grève nationale organisée jeudi prochain 1er décembre par la CGT, la CFDT et la FEN. Une grève à laquelle ne participera pas en particulier la CFTC, qui réunissait son 39e congrès ce week-end à Paris. Le président de la CFTC, réélu hier soir, est M. Jacques Tessier. Le secrétaire général du syndicat chrétien reste M. Bornard. Des syndicalistes non politiques. C'est ainsi que se sont définis eux-mêmes ces 1500 délégués. Née au début du siècle, amputée en 1964 de sa majorité devenue la CFDT, la CFTC, si elle accueille cette année l'émergence d'un mouvement de jeunes, reste fidèle à sa tradition. Attachement à une certaine conception du syndicalisme chrétien, à la politique contractuelle, à ce qu'elle appelle un réalisme réformiste. Je dirais que la dominante de ce congrès, c'est l'appel à une syndicalisation accrue. Ce n'est pas directement une revendication, mais c'est une condition essentielle pour que l'ensemble de la situation sociale s'améliore et que les revendications soient mieux accrochées. Vous avez bien affirmé que la CFTC est apolitique. Qu'est-ce que ça veut dire à la veille d'une année électorale? C'est très clair, ça veut dire qu'elle ne donnera pas de consignes électorales au moment des élections. Nous soumettrons à tous les partis politiques un certain nombre de points de notre programme, nous leur demanderons leur position là-dessus. Nous ferons connaître cette position à nos organisations, mais nous considérons que nos syndiqués sont majeurs, ils apprécieront en fonction de leurs propres convictions. La CFTC a signé presque tous les accords du secteur public, alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes un syndicat qui signe toujours? Elle ne les a pas signés tous, d'abord. Enfin, elle en a signé un certain nombre, à EGF, au charbonnage, à la Banque de France, mais elle n'a pas signé chez les cheminots, précisément parce qu'elle a considéré que les propositions étaient insuffisantes. Je crois que c'est l'illustration. On n'a pas de position systématique. On apprécie, on regarde si on peut faire un pas et un progrès à travers les propositions qui sont faites, mais il n'y a jamais de position systématique de la part de la CFTC. C'est une de ses originalités, je crois. Il semble que vous ayez l'intention de resserrer vos liens avec FO et la CGC. C'est tout simplement la prolongation de ce que l'on peut constater. Il y a dans ce pays une certaine attitude et surveillance réciproque entre la CGT et la CFDT. À côté de cela, il y a un certain nombre d'organisations politiques, d'organisations syndicales qui essayent d'échapper à la politisation, et c'est pourquoi, effectivement, comme nous l'avons fait dans le passé, nous travaillerons certainement davantage avec Force ouvrière ou la CGC qu'avec les autres organisations. Le congrès de la CFTC marque-t-il un pas vers un rapprochement plus précis avec FO et la CGC? Les faits semblent confirmer une communauté d'attitudes.
et le refus de ces 3 centrales de participer à la grève du 1er décembre prochain en est un. Très peu de politique pendant ce week-end, si l'on accepte certaines déclarations de dirigeants communistes qui ont une nouvelle fois durci leurs attaques contre messieurs Mitterrand et Fabre. À retenir quand même l'élection cantonale partielle de Strasbourg et le sondage exclusif réalisé par l'Institut Louis Harris France pour le journal Le Matin. La gauche, dans ce sondage, conserve ses chances, dit Le Matin. En analysant les intentions de vote des Français, la gauche obtient 50% des voix, la majorité 47% et les écologistes 3%. De leur côté, socialistes et radicaux de gauche recueilleraient aujourd'hui ensemble 27% des suffrages, le Parti communiste 21%. Noël Copin, une première analyse de ce sondage. Monsieur, je crois qu'on peut faire à partir de ce sondage 3 constatations. La première constatation, c'est que si le monde politique a beaucoup bougé depuis quelques semaines et même quelques mois, l'électorat, lui, apparemment, bouge guère. Vous vous souvenez de la phrase de monsieur Raymond Barre, prononcée il y a quelques semaines: le paysage politique a commencé de changer. Eh bien, on a l'impression que tout se passe comme si l'électorat, lui, regardait ce paysage politique et s'interroge encore sur la nature et sur l'importance du changement. La deuxième constatation, elle porte sur les reports de voix au deuxième tour. Là, il y a un changement, et un changement qui est dangereux pour la gauche, dans la mesure où si ces reports de voix se font bien dans le sens électorat communiste vers un candidat socialiste au deuxième tour à 80%, ces reports de voix se font de plus en plus mal dans le sens électorat socialiste vers un candidat communiste au deuxième tour, seulement 46%. On pourrait donc imaginer, en faisant de la politique fiction, un résultat électoral qui serait tel au mois de mars que la gauche pourrait être majoritaire en voix au premier tour, être minoritaire en sièges au second tour. Et puis la troisième constatation de ce sondage, c'est que les électeurs de gauche souhaitent à une très forte majorité qu'il y ait reprise des négociations à gauche et qu'il y ait entente sur le programme commun. 84% des électeurs communistes le souhaitent et 72% des électeurs socialistes. En résumé, il semble bien que la polémique qui s'est développée à gauche entre le PC et le PS n'ait eu finalement, d'après ce sondage, pour résultat que de détourner un certain nombre de socialistes de voter communistes au second tour. Par ailleurs, il y a cette stabilité du corps électoral. Par ailleurs également, il y a la permanence du sentiment unitaire. Alors est-ce que tous ces phénomènes-là vont amener les états-majors à réviser leur position, en particulier le Parti communiste? C'est une question sur laquelle il faut être prudent. Il faut attendre de toute façon la conférence nationale du PC qui se tiendra au début du mois de janvier. Et rapidement sur Strasbourg, on n'a pas encore de résultats. On n'a pas encore de résultats parce que le scrutin était clos seulement à 20h, donc il faut attendre encore quelques temps. Réunis à Paris ce week-end, il y avait donc la CFTC, il y avait aussi le congrès du MRAP, le mouvement contre le racisme, contre l'antisémitisme et pour la paix, où l'on a dénoncé les nouvelles formes de racisme dues en particulier à la crise économique, le néonazisme qui n'a pas désarmé et l'antisémitisme qui reste toujours virulent. Il y avait aussi le 10e congrès du syndicat de la magistrature, au cours duquel les magistrats ont discuté de l'attitude que devait avoir leur syndicat vis-à-vis de la gauche, et vis-à-vis également d'affaires récentes, comme par exemple l'extradition de Klaus Croissant. Dans le cadre de leur syndicat, les magistrats se sont aussi demandé quelles actions concrètes pouvaient-ils engager quotidiennement dans leurs tribunaux. Faire du syndicalisme ordinaire. Il suffit parfois d'appliquer la loi, mais c'est aussi parfois un acte de rupture. Le juge militant du syndicat de la magistrature a désormais besoin de trouver un langage plus simple, moins élitiste. Ne choisissons pas nos alliés, tournons-nous vers les masses, s'est exclamé un magistrat fondateur du syndicat de la magistrature. Trouvons un discours qui s'adresse à tous, au-delà des parties du programme commun. En quelque sorte, les juges syndicalistes souhaitent rompre un isolement dû parfois à des actions plus spectaculaires en se définissant plus clairement là où la justice est un enjeu politique. Le terrorisme, par exemple. Eh bien, beaucoup ici ont écouté avec attention leurs confrères italiens qui revendiquent dans leur pays l'élargissement des libertés, la défense de toutes les garanties de justice, tout en dénonçant le piège du terrorisme sanglant. Il faut tenir sur la liberté jusqu'au bout sans se prononcer sur telle ou telle sorte de violence. Voilà pour la leçon. Mais le syndicat de la magistrature n'apparaît pas aujourd'hui dans sa pleine maturité. Beaucoup trop de goût pour les mots d'éclat, pas encore la ferme volonté de traduire chaque jour en termes de droit l'entreprise commencée il y a 10 ans maintenant pour rendre mieux justice. Dans l'actualité de ce dimanche également, il y a un géant entre ciel et mer, 85 tonnes à plus de 100 km/h sur un coussin d'air. C'est le Naviplan N502.
le plus grand aéroglisseur du monde, capable de transporter 400 passagers et 45 voitures, et surtout de franchir des vagues de 4 mètres. Il était aujourd'hui à Cherbourg, il sera demain à Boulogne, où il doit être mis en service prochainement pour des liaisons avec Douvres. À l'étranger, l'ETA, l'organisation séparatiste basque, a revendiqué l'assassinat du chef de la police de Pampelune, tué hier soir de plusieurs coups de feu alors qu'il montait dans sa voiture. Un attentat qui intervient au moment où les députés basques du Parlement espagnol sont parvenus à une formule pour restaurer l'autonomie de leur province. M. Suarez, le chef du gouvernement espagnol, veut que son pays entre dans le marché commun. Il n'est pas le seul. M. Karamanlis, qui vient de remporter les élections grecques dimanche dernier, le veut également. Même si M. Papandréou, le leader de l'opposition grecque, qui a gagné lui beaucoup de voix au cours du dernier scrutin, M. Papandréou, lui, n'est pas d'accord avec ce choix. Nous ne sommes pas contre le marché commun, mais nous sommes contre l'adhésion. Parce que nous pensons que l'adhésion conduira la Grèce dans un développement périphérique et marginal. C'est le vainqueur relatif des élections grecques de dimanche dernier qui parle ainsi, M. Papandréou, président du PASOK, le parti socialiste panhellénique, qui, avec 25% du corps électoral derrière lui, a pris la stature d'un redoutable chef de l'opposition. Du coup, M. Karamanlis, le Premier ministre, malgré sa confortable majorité à la Chambre, ne peut plus se reposer sur un appui populaire quasi unanime pour pousser la cause de l'adhésion de la Grèce au marché commun, quel que soit l'enthousiasme de ses partisans. Cela dit, pourquoi la Grèce veut-elle adhérer? Ce qui est plus important pour nous, c'est le volet politique. Parce qu'au fond, vous savez, nous avons fait un choix politique déjà en 1959, quand nous avons ouvert les négociations d'association avec la communauté. Choix politique, la Grèce en querelle avec la Turquie, en froid avec l'OTAN, peu confiante en ses voisins bulgares, yougoslaves et albanais, la Grèce se sent isolée. Elle voudrait appartenir à une communauté dont elle est très proche par les sentiments, l'Europe de l'Ouest, donc le marché commun. De plus, il est évident que la Grèce a besoin d'un sang nouveau, d'un coup de fouet pour débloquer son économie stagnante et sa société figée aux structures très oligarchiques. L'arrivée d'un pays méditerranéen inquiète les agriculteurs du marché commun. Pourtant, l'agriculture grecque n'est pas très compétitive. Ainsi, le vin. Il est très spécial. Le retsina ne plaît pas à tout le monde, la production est faible, la qualité inégale. Il y a bien deux produits qui risquent de gêner les agriculteurs du marché commun actuel, mais ils sont très spéciaux, le concentré de tomates et les pêches au sirop. Quant aux agrumes, oranges, citrons, la Grèce les vend déjà très régulièrement à l'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce que vous pensez que l'adhésion de la Grèce peut apporter à la communauté? Mais tout d'abord, nous pouvons y apporter notre enthousiasme européen. Je ne sais pas dans quelle mesure ces choses-là sont pondérables, mais je crois que c'est quand même un élément important. Comme apport positif, il y a aussi la marine grecque, c'est-à-dire les navires marchands appartenant à des Grecs, même s'ils naviguent quelquefois sous pavillon de complaisance. La marine grecque est la première du monde. Il est vrai qu'avec la crise actuelle du fret, qui immobilise 10% de sa capacité, ce n'est pas toujours un avantage. Tout compte fait, si la Grèce devient membre à part entière du marché commun, son adhésion sera peu gênante du point de vue économique. Mais le vrai problème est politique, surtout avec la force nouvelle de l'opposition, pour qui le marché commun n'est pas la seule solution. La Grèce est un pays européen, est un pays balkanique, un pays de la Méditerranée. Il faut reconnaître premièrement qu'il y a deux Europes, pas une Europe. L'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Nous voudrons développer une politique étrangère, au sens économique aussi, qui nous donne accès au même temps à l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, les pays des Balkans et la Méditerranée. La position politique de M. Papandréou est forte, mais M. Karamanlis reste, et pour longtemps sans doute, celui qui prend les décisions en Grèce.
Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil dans la 6e course, le prix Montgomery. Après plus de 5 km de course dans le prix Montgomery, donc un steeplechase de 5500 mètres. Les favoris sont loin, les outsiders franchissent le dernier obstacle. Elkara, 6 ans, se détache et ne sera plus rejointe. Elle va gagner devant Degas le 5 et Pennon Verne le 11. 10, 5, 11. Voici d'ailleurs les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 10 097 francs 50 et 1568 francs dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. Deux mots de la météo pour demain, pratiquement comme aujourd'hui, c'est-à-dire des averses de neige qui vont affecter surtout le nord-est de la France ainsi que le nord des Alpes. Ailleurs, après la dissipation des brouillards givrants, le temps sera nuageux avec des éclaircies. Les températures resteront basses, il y aura quand même des gelées matinales. Pour terminer ce journal, je vous propose de suivre l'un des reportages réalisés aux États-Unis par Édouard Laure et Pierre Moscovitch. À Memphis, Tennessee. Memphis, capitale de la pop musique depuis longtemps. Memphis, devenu le 16 août dernier, date de la mort d'Elvis Presley, la Mecque pour les admirateurs du King. Depuis ce matin, grand événement dans la vie de ses fans, le mausolée d'Elvis Presley est ouvert au public. Les commerçants de Memphis, eux, n'avaient pas attendu 3 mois pour ouvrir boutique, car tout est bon là-bas pour amasser des dollars, de faux dollars à l'effigie d'Elvis aux imitations. On s'y croirait presque, avec la même épaisseur du visage, les mêmes lunettes, le même costume et presque la même voix. Chacun peut aujourd'hui donner chaque soir, dans la moindre ville des États-Unis, un show à la mémoire d'Elvis Presley. Être assuré de remplir la salle et toucher un substantiel cachet, en dollars bien entendu. Seule contrainte, connaître par cœur les plus célèbres des chansons du King, du roi, qui en avait tout de même interprété près de 600. Le King, avant et après, l'industrie du dollar se met petit à petit en place, le cimetière ne rapportait sans doute pas assez, on l'a ramené chez lui dans sa fabuleuse propriété de Memphis, avec pourtant des grilles qui restaient jusqu'ici inébranlables. Sauf pour le responsable de la sécurité, aujourd'hui la vedette, il vient régulièrement toutes les heures signer quelques autographes. Il n'aura fallu que 2 mois à l'intérieur du parc. On a construit le circuit qui permet aux cars de touristes de circuler, de contourner la tombe et ressortir de la propriété pour quelques dollars. Pour le reste, tout est déjà en place. Pouvez-vous me dire ce que vous vendez le mieux? Sans doute le dollar avec la photo macaron d'Elvis. Vous pouvez m'en montrer un? This is probably the best sooner. It's a copy. American dollar with Elvis's picture on it. How much is a dollar? Like $3. $3 for this dollar. 15 francs pour un dollar avec la photo d'Elvis Presley. I'm going to take this off now. I'm going to show you how it's done. It's a real dollar bill. C'est un dollar réel. Now George Washington's under there. Il y a aussi une grande surface consacrée au commerce de l'après-Elvis. On y trouve de tout, depuis la photocopie, du permis de conduire pour $1 jusqu'aux t-shirts toute taille, des posters ou des disques qui ne se sont jamais aussi bien vendus. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent depuis la mort d'Elvis? Oui, on en gagne pas mal. Par exemple, le jour de sa mort, on a gagné $10 000. C'est une bonne affaire qu'il soit mort? Non, ce n'est pas une bonne chose, parce que je l'aimais. And though you love me like nobody else could ever do, I would never ever Voilà, laissons non pas à l'histoire, mais aux admirateurs d'Elvis le soin de juger ce genre d'imitation. Hervé Claude est déjà au travail
pour préparer le journal qu'il vous présentera vers 23h12. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2.